Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Les histoires de disparition sont toujours un peu fascinantes. Ça peut paraître paradoxal puisque les journalistes sont supposés raconter des faits précis avec un début, un milieu et une fin. Et là, en guise de conclusion, on a le plus souvent un énorme point d'interrogation. C'est sans doute ça d'ailleurs qui les rend aussi intrigantes. Celle qui va nous occuper dans cet épisode et dans le suivant, elle commence dans le Finistère, à Plabennec, au tout début des années 90. Il y a 30 ans tout pile, le 14 septembre 1991, un coureur à pied du coin, Jackie Blunven, se lançait dans une aventure colossale, faire le tour du monde en courant. 3 ans, 50 000 km, 60 pays, un projet un peu dingue. C'est pas vrai qu'il est parti. Ouais, là on est sur la route qu'il a pris pour démarrer. Ouais. Voilà. Tu cours par là toi des fois ? Ah oui, ça te voilà. Partout en fait. Bien sûr, là c'est un de mes... Enfin, j'adore courir par là, souvent j'ai un circuit. Là. Et tu penses à Jackie quand tu passes par là ? Bien sûr, à chaque fois qu'on court en fait. Chaque fois que tu cours ? Oh non, ah mais ouais. bon, sur les longues distances, oui, ouais. je me demande à chaque fois si... qu'est-ce qu'on ferait quoi. Ouais. Jackie Blunven, pour moi, c'est longtemps resté une photo. Celle d'un gars souriant, un peu dégarni, élancé, avec un t-shirt au nom de son association, Courir le Monde. Une photo dans les journaux, dans des articles qui se posaient tous la même question. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jackie ? Et où a-t-il bien pu passer ? Looking for Jackie, épisode 1. Bienvenue dans Programme B. C'était quel genre de mec, Jackie ? Déterminé, je vais dire, moi. Quand il avait quelque chose dans le crâne... Jean-Yves et Paul, des amis de Jackie. Et je sais, moi, il m'avait appris un truc, c'était... en gros, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire, personne d'autre ne le fera à ta place. Il m'avait dit ça, je sais... faut pas attendre, quoi. Faut y aller. Faut le faire, c'est tout. Voilà. Un militant aussi, hein, très militant de la cause bretonne. Ouais. Il avait participé à Diwan. À Diwan, son rêve, c'était d'ouvrir une école Diwan à Plabennec. C'était un de ses rêves. Et ce qui est arrivé après son départ. Quand on parle de l'enseignement en breton, on évoque immédiatement l'association Diwan. C'est assez normal compte tenu du succès des formules Diwan. Depuis 1 an, de plus en plus de parents souhaitent que leurs enfants apprennent le breton. Je sais que justement, avant de partir, il avait postulé pour être directeur de Diwan. Oui, il avait été salarié de Diwan aussi. Il avait été secrétaire général. Le premier salarié. Ah oui. Non, enseignant. Quoi. Non, mais non enseignant. Ouais. Ah non, enseignant, ouais. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses, qui était très... Il s'investissait, comme je disais, faut pas attendre sur quelqu'un d'autre pour le faire, moi je le fais, voilà. C'était un gars sympathique. Bernard, un ami de Jackie. Des fois secret, passionné de sport avant tout et d'exploit. Je crois que c'est un peu ça qui le caractérise parce qu'il cherchait un peu à faire de l'extraordinaire. Hein. C'était toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus fort, quoi. Yvette, toi, tu as quel souvenir de lui ? Quand il avait une idée en tête, il allait jusqu'au bout, il allait chercher dans les coins. C'était pas... Yvette, une amie de Jackie. Il n'était pas un homme ordinaire, il allait chercher tout ce qu'il y avait sur les côtés. C'est vrai qu'il avait toujours des grands projets dans lesquels il embarquait pas mal de monde. Nous, je me rappelle par exemple qu'il nous a amenés à aller jusqu'à Waltenhofen, qui est la commune jumelée avec Plabennec. Jean-Jacques, un ami de Jackie. Il nous a amenés à aller jusqu'à là-bas en courant, à une douzaine de personnes ou une quinzaine de personnes en relais. Et donc, il savait mobiliser les gens. Et tu le décrirais aussi comme assez discret, mais très déterminé. C'est le mot qui revient le plus souvent, c'est que c'était quelqu'un de très déterminé.
Oui, tenace. Quand il avait une idée, c'est sûr que je pense qu'il voulait à tout prix aller au bout. C'est pour ça qu'il voulait faire le tour du monde, parce que c'était son idée ultime. Et puis, si les circonstances avaient été meilleures, je suis sûr qu'il aurait réussi, quoi. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui savait se fixer des objectifs un peu fous, mais qui allait au bout, comme le lever du menhir à Plabennec, etc. Nous allons revenir à des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre avec ce qui s'est passé en Bretagne. Là, on a renoué avec les traditions. Figurez-vous que plusieurs hommes se sont réunis pour soulever et à la main un important menhir. Ils se sont pris quasiment pour Obélix. Thierry Calmette. C'est ça? Ah, que se passe-t-il? Il faut du temps pour soulever un menhir, de toute façon. Ça manquait un peu de potion magique à Plabennec. Un menhir de 19 tonnes, forcément, ça ne se livre pas comme une miche de pain. Des histoires pareilles, vous ne les trouvez que dans les aventures d'Obélix. Le menhir, c'est aussi un peu lui. Alors, il faut raconter cette histoire du menhir, parce que je pense pas que tout le monde connaisse, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi le concept? C'est Jean-Yves qui raconte. Parti d'une causerie de bistrot. Donc, ils étaient essentiellement trois potes, quoi. Et puis, ils avaient dû aller voir ce menhir dans la journée. Puis, le soir, au bistrot, là, ils ont commencé à en parler. Tiens, il était où? Puis c'est parti. On pourrait le relever à la main, et puis montrer que c'était possible à la main. C'est parti comme ça. Mais du coup, c'était une fête. Ils ont motivé d'abord leur entourage proche. Ensuite, comme à l'époque, les centres socioculturels, c'était le bistrot. Et donc, ils ont motivé tous les gens du bistrot. Donc, on était déjà dans le bistrot, on était peut-être 100, 150. Ouais, donc voilà, le menhir. Et on a réussi à le mettre debout. Et il est toujours debout. Et avec 400 personnes qui ont tiré dessus. Ouais, et 13 000 à regarder. Et 13 000 13 000 personnes qui regardaient. Ouais, c'était une grande réussite. Là. Ouais. Bel exploit. Et en termes de façon d'être, il était comment Nature. Nature, ouais. Ah oui, nature. Ouais. Nature, mais discret, oui. Discret, je crois que c'est un bon mot qui le... Ouais, discret, nature, après... Christian et Marie-Jo, le frère et la sœur de Jackie. Timide par certains côtés. Ouais. En fait, j'avais l'impression qu'il était à la fois un peu réservé, timide, mais aussi très très sociable, parce qu'il était dans plein d'assauts, il avait plein de potes, c'était pas quelqu'un de renfermé pour le coup, quoi. Ouais, et puis il avait des valeurs, donc tout ce qui était breton, pour lui c'était super important. Il y a eu Diwan, il y a eu plein d'associations tout autour, mais qui en fait avaient le même but de promouvoir la culture bretonne, et pour ça il était prêt à tout. Donc comme l'histoire du menhir, c'est vrai qu'au début ça faisait peur, hein. Les gens disaient mais ils sont fous, quoi, ils sont fous. Et en fait, ils l'ont fait. Voilà. Et Diwan, pareil. Donc au début, Diwan, c'est quoi cette idée de faire des écoles en breton? Et il y avait aussi autour de lui, à Plabennec, un certain enthousiasme. Enfin, il y avait une vie associative hyper forte et tout. Il y avait aussi ça, quoi. Oui, et puis beaucoup de gens qui aimaient se retrouver au bistrot. Et c'est de là, c'est des soirées à rallonge que viennent aussi les idées les plus farfelues, donc, et qui aboutissent après à ce qu'on sait. Donc, mais bon, oui, il était très à l'aise au bistrot. Et puis il avait même appris les danses bretonnes, alors que c'était pas du tout le côté, c'était du tout le danseur autrement, mais toujours pareil il aimait aller au Fest-Noz. Ouais. Voilà. Il faisait quoi dans la vie? Il bossait dans un cabinet d'expertise comptable. C'était vraiment pour lui, ça c'était un gagne-pain. Il aimait pas ça fondamentalement. Puis après, il y avait tout le côté sportif. Ouais, le sport c'était vachement important dans sa vie. Ah oui, mais ça aussi c'était pareil, il fallait aller au bout. Ouais. Voilà, il avait ce côté... 100%, quoi. Voilà. Pas forcément gagner même en plus, je pense pas. C'était pas la gagne, il était... Voilà. Mais c'était... Voilà, on faisait à fond ce qu'on faisait. Ouais. Ma relation à Jackie, au départ, était plus liée à la course à pied, en fait. Ouais. Donc, on se lançait des défis, on se retrouvait sur les courses, et puis, voilà. On était aussi tous les deux sur des courses de très longue distance. Ouais. De longue distance et très longue distance. Donc, voilà, et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup retrouvés, quoi. C'était quoi comme coureur? Quel genre de coureur? C'était plutôt un coureur
plutôt rapide, hein, plus son gabarit. Donc il était assez rapide sur semi, mais bon, il savait gérer aussi les longues distances, quoi. À quel moment l'idée de faire le tour du monde a commencé à arriver? Vous vous souvenez quand il a commencé à en parler et tout? C'est une idée, mais qu'il avait. Il en avait parlé, mais 5, 6, peut-être 10 ans avant. Hein. C'était un rêve, quoi. C'était un truc... Voilà, puis après il a commencé à faire certaines courses. Hein. La course Lima La Paz Rio qu'il a fait, mais ça c'était en préparation, je pense, du Tour du Monde qui pensait voilà. Là je pense qu'il voulait se prouver qu'il pouvait le faire ou quelque chose comme ça. Je pense qu'en lui-même c'était ça. Alors Jackie Blunven, cette course-là, qui s'appelle comment déjà au départ? Lima, La Paz, Rio. Ils ont appelé ça la 2e édition parce qu'ils avaient fait une reconnaissance du parcours l'année dernière. Archive Radio Bretagne Ouest, 1989. C'est du tourisme, c'est du sport et du tourisme, c'est un peu les deux, c'est la balade. Qu'est-ce qui fait qu'on part là-bas? C'est d'abord présenté comme du sport, c'est beaucoup de l'aventure, pas trop du tourisme parce que donc, le principe d'une course de relais veut que on participe toujours à la course et on n'a pas beaucoup de temps libre pour aller à droite ou à gauche, voir un village ou rester traîné un soir. Des fois on a envie pourtant. Ah ben disons que c'est ce que pouvaient faire tous les journalistes, les accompagnateurs, les médecins, mais nous les coureurs, on est obligés de toujours continuer notre route. Moi je me rappelle, en fait, j'avais en 91, donc c'était l'année de son départ, au printemps, s'était lancé un défi tous les deux. À savoir faire le canal de Nantes à Brest, d'un bout à l'autre, à peu près en 6 jours. On faisait une étape tous les jours, à peu près de 60-70 km, quoi. Et donc, lors des soirées, on faisait les pauses, il nous avait parlé de ce projet qui partirait, quoi. Oh, nous, on avait dit, Jackie, t'es sûr? Il a toujours plein de projets. Courir le monde. 3 ans, 60 pays, 50 000 km. Vous voulez apprendre la géographie vous-même ou à vos enfants, enrichir vos collections de timbres, vous informer sur tel ou tel aspect d'un pays ou d'une population, suivre des aventures, des rencontres. Je pars en courant de Brest en septembre 1991 avec mon sac à dos et je devrais être fin 91 en Turquie en passant par les Alpes, le Danube, la mer Noire et Istanbul. En octobre 92 au Japon, par l'Iran, l'Inde, la Thaïlande et la Chine, d'où je prendrai l'avion à Shanghai. Avion de Sapporo à Vancouver au Canada. Novembre 93 en Uruguay par les USA, l'Amérique centrale et les Andes. Avion de Montevideo au Cap. Octobre 94, retour à Brest en passant par le Kilimandjaro, en remontant le Nil, en traversant le Maghreb et la péninsule ibérique. Quand il s'est entraîné avant de faire son tour du monde, il courait avec nous, mais avec son sac à dos de 15 kilos. Pendant plusieurs mois, il faisait tout avec son sac à dos de 15 kilos pour s'habituer, quoi. Là, le sac à dos, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dedans? En partie, parce que dans les cartons dont j'ai hérité entre guillemets, il y a une partie de ce qu'il a éjecté de son sac qui devait peser 6 ou 7 kilos quand il est parti faire son tour du monde. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il y avait dedans dont il n'avait pas besoin. J'ai notamment un couteau, un poignard, des médicaments. Voilà, il avait vraiment le strict nécessaire dans son sac et les couvertures de survie également. Jusqu'au dernier moment, il a hésité à partir. Qu'est-ce qui le faisait hésiter? Je pense que c'était un peu... peut-être que pour lui, déjà, il savait que c'était pas n'importe quelle course, que ça allait durer avec tous les aléas qu'il y avait sur le circuit. Il y avait cette idée que c'était quand même quelque chose de risqué, de traverser les pays qu'il allait devoir traverser. Le budget sur 3 ans. Dépenses, 250 000 francs. Repas à raison de 70 francs pour 1140 jours, 80 000 francs. Hôtel à raison de 50 francs, un jour sur deux. Veste et pantalon, 9 000 francs. Gore-Tex,
4x2, survêtements 4x4, autres vêtements 5 000 chaussures, 25 paires, voyage en avion francs, 20 000 francs, visa et cadeaux, divers pharmacies et soins, 6 000 francs, dictionnaire, cartes et papeterie, sécurité sociale, assurance, argent de poche, 15 000 francs, 20 francs par jour, 23 000 envois postaux, télécommunications, photos, 18 000 francs, 10 000 francs, frais de préparation, 10 000 francs. Quand on regarde les choses, son budget, il n'a rien à voir avec ce qu'on voit en sponsoring actuellement. C'était quelques milliers d'euros. En fait, à l'époque, il n'y avait pas les euros, c'était toujours en francs. Ouais. Et avec un système assez original, en fait, de cartes postales. Ouais. Et il avait peut-être 150 ou 200 abonnés, je ne me rappelle plus le chiffre exactement, auprès de qui il amenait des cartes postales régulièrement, et ces gens avaient contribué et donc avaient versé une certaine obole qui finançait son programme. Et il leur envoyait régulièrement des courriers. Voilà, et on a gardé un certain nombre de ces cartes un peu que on avait récoltées un peu pour faire un peu l'enquête au moment de sa disparition. Et donc voilà, c'était aussi beaucoup les écoles qui étaient abonnées. Et donc il y avait des élèves qui suivaient son parcours, ça servait un peu de cours de géo amélioré, quoi. Tout à fait. Oui, c'était surtout aussi avec des écoles d'Iwan. Et quand il a commencé à parler, c'est que quelques mois avant. Il s'est venu très vite, en fait. En fait, je pense qu'il a tout préparé, tout cogité tout seul. Et un beau jour, il a annoncé qu'il partait 3 mois après. Mais par contre, il est parti. Après, quand il a annoncé tout ça, il y a eu des réunions d'organisation avec des copains, tout ça. Je me rappelle il avait fait un repas chez lui un mois avant avec les copains, voilà, avant de partir, quoi. Voilà. Et puis après, je me rappelle évidemment du départ, puisque le départ avait lieu du bar que je tenais à la gare, et donc il y avait tout le monde qui avait à le soutenir ce jour-là. Voilà. C'était quoi l'ambiance sur place ce jour-là dans le bar? C'était sympa, et puis on se retrouvait du côté de l'opérette, non, pour pique-niquer. Pour certains, oui. Certains l'ont accompagné un petit peu, d'autres l'ont accompagné plus loin sur le canal de Nantes à Brest. Voilà. Ça, c'est le départ. Ça, c'est son départ? Ouais, et moi je suis là, tiens. Toi, t'es là. Ah oui. Et ça, c'est lui. Voilà. Est-ce qu'on peut juste décrire sur la photo où on le voit partir, comment il est habillé? Parce que c'est assez marquant sur la photo. Donc il est en short. Il est en short déjà. Donc en short qui représente le drapeau breton. Hein, et donc t-shirt, des t-shirts qu'on avait imprimés à l'époque, Courir le Monde. Hein, on avait créé une association. Parce que donc il y avait une association derrière sa course à travers le monde. Ou un comité, quoi. Il y avait une certaine émotion. Ouais. C'était Paul, c'était tu te souviens un peu de cette journée-là? Oui, là on a une photo qui rappelle. Donc Jackie avait placé son départ, donc quand même il s'était rapproché des écoles d'Iwan pour ça, et donc il y avait beaucoup d'enfants des écoles bretonnantes, donc qui l'ont accompagné sur les premiers kilomètres, quoi. Et donc après tout le monde se posait des questions. Bon, parce que oui, s'il arriverait à le faire. On savait qu'il savait faire beaucoup de kilomètres. On l'avait fait aussi ensemble, beaucoup de kilomètres auparavant. Donc on a toujours couru. Donc, voilà. Toi, t'es en tenue sur la photo, là, t'es en tenue de course à pied aussi. T'as couru avec lui au début? Oui, j'ai couru, je me rappelle, j'ai couru ce jour-là quelques kilomètres, peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais j'ai fait le lendemain, et on était du côté de Carré. On a fait la deuxième étape. J'ai fait la fin de sa deuxième étape à Carré. Et voilà. Et je me rappelle, on est allé boire un coup. Et puis après, il est reparti le lendemain, quoi. Voilà. Et donc, il allait aussi. Il voulait faire des rencontres. Il avait prévu ces étapes chez qui il allait partout et tout? Non. C'était. Parce son programme était. Il savait qu'il allait s'adapter en fonction de la météo, des paramètres. Voilà. Donc, Bonjour de Suisse. Je suis arrivé dimanche après 2 jours de repos. J'ai fait 1140 km par Rennes, Orléans, Auxerre et Belfort en 20 jours. Tout va bien avec les nouveaux sacs que m'a apporté André et que je mets dans le mien qui... Salut à tous de Waltenhofen. Je suis arrivé après 1500 km de parcours en 1 mois. À bientôt, Jackie. Finalement, j'ai dû refuser de monter dans 9 véhicules. En effet,
Bonjour de Slovaquie, surtout que je viens d'acheter une... Ou après 68 km, je vais dans un hôtel à Komarno. Et me fait piquer tout mon fric. Le temps de changer d'hôtel, plus rien à bouffer. Hello from Hungary, mes 50 cartes à écrire avant de... Je n'ai pas vu de cerf ici, mais on voyait souvent le panneau « Attention aux cerfs » sur les routes. Tout au long des routes, salut Pierre, on voit des fermes avec beaucoup de... Après une halte de 5 jours à Istanbul, je suis désormais en Asie sous la neige. Mais ça n'empêche pas le chant de l'imam de me réveiller dès 5 heures du matin. La mosquée bleue est la plus grande d'Istanbul. Je l'ai visitée. C'est grandiose, mais pas très fin. À Istanbul, le nombre de mosquées est très impressionnant. Les églises orthodoxes, protestantes et catholiques sont très rares. Bonjour à tous du Pakistan. À bientôt. Jackie. Ici, pas de chaussures de jogging et peu de chaussures de sport en général. Et comme les colis sont bloqués 3 mois à Karachi, j'espère que mes anciennes chaussures vont durer jusqu'en Inde. Pour l'instant, j'ai couru 10 jours dans le désert où il fait en général chaud. 2 coups de soleil au cou et au coude du côté droit. Car comme je vais à l'est, j'ai le soleil du sud à droite. La route n'est pas très bonne, mais pas trop difficile même si j'ai couru entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Pas de bobo pour l'instant. Kenavo, Jackie. Il y avait déjà l'inquiétude qui passe par des coins dangereux ou pas? Vous y... En Afghanistan. Ouais. Mais pas le Pakistan. Pas le Pakistan, non. Donc, non. Voilà. Il avait aussi préparé un peu tout ça, quoi. Je veux dire, le fait qu'il puisse ne pas revenir, hein, je pense. Oui. Je me rappelle, il avait distribué ses CD. T'as eu un CD, toi? Ouais. De Johan Wernick. Il m'a dit, tiens, je te donne ce... Parce qu'il a distribué... J'ai rien eu. T'as rien eu? 30 ans après, j'apprends des choses encore. Non, mais je te jure, il avait distribué le peu de CD qu'il avait, dont moi j'ai eu un. D'accord. Ouais. Plus ou moins anticipé. Après, on interprète comme on veut, mais... Oui. Mais parce que vous en aviez discuté avec lui, de dire, attention, il y a des coins, c'est pas dingue. Moi, j'ai pas parlé de ça avec lui. Ouais. Donc c'est après qu'on a pris conscience, en fait, aussi des... qu'il y a des coins du monde qui sont un peu plus... hostiles que d'autres. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, mais je sais que c'est vrai que ce qu'on aurait dû faire à l'époque en tant que routage, c'était avertir aussi de son arrivée dans le pays, et ce qui n'était pas forcément fait au niveau des ambassades déjà. Et c'est vrai que bon, au Pakistan, c'est pas, je sais pas, mais je pense pas que c'était prévenu qu'il arrivait. Et donc, et s'il avait été prévenu, peut-être l'ambassade lui aurait déconseillé des zones ou aidé. Voilà. Mais c'est facile de le faire. Oui, c'est facile de refaire le match. C'est facile de refaire après, évidemment. Toujours. Tout était vraiment programmé. Les gens avaient pris rendez-vous pour le retrouver dans certains pays. Certains copains arrivaient dans ses chaussures. Il avait prévu de les retrouver dans les ambassades, les consulats. Donc à tel moment, ses chaussures seraient foutues. Donc tac. Il avait, une fois de plus, il avait tout planifié. Sauf... Un Français a disparu au Pakistan. Jackie Bleven n'a donné aucune nouvelle de lui depuis le mois de février 92. Jackie Bleven, le marcheur plabénécois parti pour un tour du monde, a disparu au Pakistan au mois de février. À suivre. Et tes projets, t'envisages de refaire d'autres courses de ce style-là, le Dakar-Gao là, ou Gao-Dakar? Non, ça te dit rien? Ça te frétille pas dans les mollets? Bon, moi j'envisage plutôt maintenant de le faire comme j'avais déjà fait. J'étais en Méditerranée avec des camarades, où c'est plutôt faire des courses comme... Enfin, pas des courses, des randonnées en courant. On court quand on veut, on s'arrête quand on veut. C'est un moyen de transport où on voit le paysage, on sent le paysage différemment, on rencontre les gens différemment que de passer en voiture. On voit un peu le monde de l'intérieur. De l'intérieur, je sais pas, mais déjà on le voit moins vite. Donc nous on a plus de temps, on décide de prendre le temps. Je crois que c'est plutôt comme
ça les courses comme ça que je chercherai à faire à partir de